Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie-Élise Noël, je suis orthophoniste en invalidité, atteinte d'un syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile. Je suis présidente de l'association de patients SAID in France et membre du bureau du GERSAID. J'ai été invitée à vous parler aujourd'hui d'un sujet vaste, la gestion de l'épuisement grâce au pacing. Cela demanderait plusieurs heures, voire plusieurs ateliers d'éducation thérapeutique, mais je n'ai qu'une demi-heure. Donc mon objectif va être que chaque patient puisse comprendre les bases et que chaque professionnel ici présent ait les connaissances suffisantes pour accompagner la mise en place de cette technique. Je ne suis pas présente parmi vous, car je dois moi-même composer avec un épuisement très important. Cette intervention a d'ailleurs été préparée d'un bout à l'autre dans la gestion de l'effort cognitif et physique. Tout mon texte est écrit pour ne demander aucun effort de réflexion en vous parlant, et j'ai enregistré en amont pour diminuer les troubles cognitifs qui impacteraient le propos et pourraient le rendre confus. Ce sujet de la gestion de l'épuisement est essentiel et il revient très souvent sur les réseaux dans les groupes de parole entre patients. On peut lire de nombreux questionnements à ce sujet, tels que « Vous faites quoi dans les périodes de forte fatigue ?»« Je suis épuisée, pourtant je n'arrive pas à dormir, je ne comprends pas. » J'ai des épisodes réguliers où d'un seul coup je me sens complètement vidée, épuisée, chaque mouvement me coûte, je ne comprends pas, que dois-je faire? J'ai beau essayer de faire, je n'y arrive plus. Ou encore, comment faites-vous après vos crises de fatigue pour retrouver un rythme normal? Voilà ce qu'on peut lire sur les groupes Facebook. Nous pourrions prendre les mêmes phrases et remplacer le mot fatigue ou épuisement par douleur ou crise douloureuse, ça revient au même, et cette présentation, elle concerne au final tant la gestion de la fatigue que celle de la douleur. Lorsqu'une personne fait face à une maladie chronique douloureuse et fatigante, on peut observer 3 types de comportements. Le boom and bust, l'hypoactivité permanente, et le dernier, l'équilibre au sein de la fenêtre de tolérance. Les personnes souffrant de douleurs chroniques ont tendance à tomber dans des schémas d'activité qui exacerbent leurs symptômes. Le cycle boom and bust fait partie de ces schémas. Il s'agit d'enchaînements de périodes d'activité intense, de suractivité, avec des périodes de faible activité, hypoactivité, qui sont là pour récupérer. De façon schématique, lors d'un bon jour, on se dit « chouette, je vais pouvoir rattraper mon retard », ou encore « j'ai de l'énergie, je vais profiter pour faire tout ce que j'aime, et au moins je saurai pourquoi j'ai mal et je suis épuisée ». Le patient est alors en suractivité, il utilise ses ressources jusqu'à épuisement. Ça occasionne un mauvais jour, au minimum un mauvais jour, pendant lequel le patient est en sous-activité car il y a crash, il y a épuisement, ou alors la douleur est très importante et plus aucune activité n'est possible ou alors très restreinte. Certains vont vouloir lutter contre le crash, contre le bust, et être aussi actifs qu'en temps normal malgré l'épuisement et la douleur généralisée et tous les autres symptômes majorés. Alors parlons de quelques principes de base de façon extrêmement simplifiée et vulgarisée, donc plutôt à destination des patients, pour comprendre en quoi forcer est une très mauvaise stratégie. Notre cerveau est là pour repérer les signaux de danger, les analyser et agir en conséquence ou ne pas agir. Son rôle est de nous protéger et de nous garder en vie. S'il y a signal de danger, il y a plusieurs réponses physiologiques possibles, la douleur, l'inflammation, la fatigue et bien d'autres encore. Lorsqu'on force au-delà de ses limites, lorsqu'on dépasse ses capacités, qu'on dépense toutes ses ressources, ça signifie qu'en général, on occulte les messages de danger. D'abord, dans le cadre de la douleur chronique, le cerveau va répondre par encore plus de douleur. Le patient lui apprend même à répondre de plus en plus fort et de plus en plus vite par de la douleur. C'est inconscient, c'est physiologique, c'est une réaction physiologique. Mais le système va aussi agir ailleurs, car le premier réflexe de défense va être l'activation du système de survie. Le système entre en lutte, il suractive le système sympathique qui est chargé de la survie. Il va mobiliser l'énergie pour échapper à un danger rapidement sur le court terme, donc il va mobiliser toutes les réserves corporelles. C'est de cette façon qu'on se retrouve avec une décharge d'adrénaline qui fait qu'après un effort intense, on a du mal à redescendre. On se sent comme une pile électrique. La suractivation de ce système sympathique entraîne l'inhibition du système parasympathique qui, lui, est chargé de la mise au repos. Et lorsqu'on souhaite enfin le solliciter,
Et bien, le parasympathique n'arrive plus à prendre le dessus car il a été trop longtemps inhibé. C'est le fameux « je suis épuisé mais je n'arrive pas à m'endormir ». Finalement, douleur et fatigue fonctionnent de la même façon. Si l'on ne respecte pas les signaux, on le paie le prix fort et on sensibilise tout le système. Le cerveau répondra plus vite, plus fort et fera le nécessaire physiologiquement pour être prévenu bien plus vite. D'où les malaises qui arrivent plus vite pour un rien, la douleur qui arrive plus vite pour un rien, et si on dépasse encore ses limites, le cerveau fait encore plus et fait encore tout pour nous protéger et il va encore plus vite pour un signal d'alarme encore plus petit. Et si les limites sont à nouveau dépassées, bref, c'est le cercle vicieux. Les malaises, la fatigue, les douleurs, tout fonctionne globalement pareil. C'est cette compréhension globale que les patients doivent avoir pour pouvoir gérer leur pathologie au quotidien. Revenons à notre schéma boom and bust, qui est la mise en évidence de ce fonctionnement. Plus cette succession de périodes d'alternance d'hyper et d'hypoactivité dure dans le temps, plus les périodes d'activité vont se restreindre, plus le retour de flamme est important et plus les périodes de repos s'allongent. Ce rythme est délétère à moyen et à long terme, car plus on multiplie les périodes d'hyperactivité et de crash, plus le système d'alarme s'active. L'hyperactivité est perçue comme une menace, le système réagit donc de plus en plus vite et de plus en plus fort pour faire comprendre que l'hyperactivité n'est pas une bonne chose. Et c'est ce qu'on entend, je me répète, dans le propos des patients. Ils peuvent dire « je ne comprends pas, je m'active dès que je peux, mais je vais de plus en plus mal ». Ou alors « je ne fais que m'aggraver alors qu'on n'arrête pas de me dire qu'il faut que je bouge et que l'activité physique est la clé. Je le fais et je m'aggrave, je ne comprends pas ». Voilà des explications. Le deuxième comportement observable, c'est l'hypoactivité permanente. Je vais passer assez rapidement sur ce sujet. Le patient a peur d'amplifier sa douleur et d'amplifier sa fatigue qui sont déjà extrêmement difficiles à supporter. De fait, il se met au repos total. Et l'hypoactivité permanente, elle va majorer progressivement la douleur et la fatigue liées à l'effort. Elle va créer une intolérance progressive à l'effort et faire perdurer le cercle vicieux. Ce n'est pas ce que l'on souhaite non plus. Voilà ce vers quoi nous souhaitons tendre. Un cercle vertueux d'activité modérée, respectant nos limites, avec des temps de repos en fonction des besoins, mais un repos limité, pour la mise en place d'un rythme applicable quotidiennement et reproductible. L'objectif, c'est de rester dans ce qu'on peut appeler la fenêtre de tolérance. Cette notion est davantage utilisée pour la régulation émotionnelle, mais elle peut être élargie à la gestion de la pathologie chronique. La fenêtre de tolérance, c'est la zone d'activation optimale du cerveau pour gérer l'ensemble des stimulations internes et externes, les moments et événements stressants, sans perturber l'équilibre du corps. La fenêtre de tolérance, c'est donc généralement la zone où on se sent le plus à l'aise, le plus en mesure de nous adapter. On peut facilement penser clairement, prendre des décisions, prendre soin de soi, avoir une activité physique dans une fenêtre tolérable de douleur et de fatigue. Néanmoins, il faut bien comprendre que le fait d'être dans les limites de notre fenêtre ne signifie pas que tout est parfait. Par exemple, nous pouvons vivre du stress et avoir beaucoup d'énergie, ou avoir une journée un petit peu plus intense et nous sentir à plat, avoir peu d'énergie, mais en ayant tout de même assez d'énergie pour se sentir en sécurité et que notre système nerveux reste dans un fonctionnement apaisé. Lorsqu'on confronte les deux stratégies, il paraît évident que l'activité sera plus régulière, plus acceptée, plus acceptable si l'on reste au sein de la fenêtre de tolérance. Et d'un point de vue physiologique et psychologique, moral, être en réussite, être en capacité de faire sera toujours plus aidant que l'échec, la frustration, la rumination, la déprime que peuvent entraîner les crashs ou les crises de douleur. Alors qu'est-ce que le pacing ? C'est une stratégie de coping, d'adaptation qui consiste à planifier, ralentir ou morceler les activités de manière à tirer le meilleur parti de l'énergie dont on dispose. Au lieu d'essayer de surmonter les symptômes, de lutter contre, et par là même de les aggraver, il est préférable de reconnaître ce qui aggrave la situation et ce qui l'aide,
et d'utiliser ces connaissances acquises avec l'expérience pour créer un mode de vie qui convienne au quotidien. Parfois, le pacing, le rythme, va pouvoir conduire à des améliorations à long terme. D'autres fois, il aide simplement à faire face aux symptômes et à survivre psychologiquement la difficulté de la pathologie chronique. Cette technique est destinée à qui? Aux personnes présentant des symptômes de douleur chronique ou de fatigue chronique, aux personnes avec douleur généralisée, aux personnes avec malaise post-effort, c'est-à-dire après un effort, même minime, un état de fatigue extrême, physique et ou cognitif. Mettre en place le pacing, c'est un réel jeu d'équilibriste qui demande beaucoup de bases, beaucoup de temps pour mettre en place et une souplesse permanente. La première étape, c'est accepter ce qui est. Lutter contre, nier la réalité des symptômes, faire comme si, jouer les warriors, ne fera qu'activer le système de défense du corps et majorera les symptômes. Accepter ce qui est, prendre conscience de la réalité des faits sera aidant. Par exemple, je suis épuisée, je suis nerveuse, je le sais, je peux parfois être agressive, je ne suis plus toujours en capacité de sourire, je n'ai plus forcément l'accès à l'implicite et à l'humour. Tout cela, je sais que ça veut dire que je n'ai plus de ressources. Je dois donc réagir en partant de cet état de fait. J'accepte que mon système nerveux est irrité au maximum, que tout mon système est sensibilisé et que le chemin va être long pour remonter la pente. J'accepte. Ensuite, il faut en informer ses proches, celles et ceux qui vivent votre quotidien avec vous, vos enfants, votre conjoint. Les informer que lorsqu'on s'énerve pour un truc lambda, ce n'est pas contre eux. On explique l'absence de ressources pour faire face et qu'on ne supporte plus la moindre stimulation. Ça signifie que l'on risque d'être moins disponible, qu'il va falloir nous adapter et que, oui, on sera moins disponible qu'en temps normal, moins patient. Bien sûr, on ne prend pas ça pour excuse. Et justement, la mise en place du pacing, elle est là pour faire attention à avoir autant de ressources que possible pour ne pas se retrouver dans la situation où on agresse nos proches. Enfin, il faut se rassurer. Il est possible d'aller mieux dès lors que l'on comprend qu'un changement de fonctionnement est nécessaire. Cette étape, la mise en place du changement est difficile. C'est normal. Mais c'est possible. Vous pouvez, si vous êtes déjà passé par là en tant que patient, vous rappeler des expériences personnelles passées, ou alors vous appuyer sur celles des membres que vous côtoyez, par exemple au sein d'une asso ou au sein de groupes de soutien, groupes de parole sur Instagram, etc. Mais il est possible d'aller mieux. Rentrons dans le vif du sujet de façon concrète. Il va falloir identifier les différents types d'activités. D'abord, identifier les activités qui prennent des ressources dans tous les domaines, physique, cognitif, émotionnel et sensoriel. On ne reste pas que sur le physique, c'est une mauvaise idée. Tous les domaines sont impactés. On ne parle pas que des tâches que quelqu'un de valide mettrait sur sa to-do list. On parle de toutes les tâches qui prennent des ressources, même celles qui paraissent insignifiantes. Oui, accompagner son enfant à l'école, ça prend des ressources, même si c'est à 2 minutes de voiture. Oui, donner à manger à son animal, ça prend des ressources. Donc je vous ai mis quelques exemples, ici au niveau physique et cognitif, aller à un rendez-vous médical, en kiné, cuisiner, faire le ménage, se préparer un thé. Alors bien sûr, les degrés vont être divers en fonction de l'état de départ du patient. Certains vont être en capacité de jardiner, d'autres vont déjà devoir faire un choix entre se faire à manger ou prendre une douche. Donc tout va être différent. Moi je donne des bases de départ, ensuite il faut s'adapter. Au niveau cognitif, les tâches peuvent être lire, naviguer sur les réseaux sociaux, étudier, organiser les menus de la semaine, faire ses comptes, remplir un dossier MDPH, préparer son pilulier. Le contexte sensoriel a de l'importance. Ça doit donc également être pris en compte. Les lieux très éclairés, les magasins, les endroits où il y a beaucoup de bruit, les sorties au restaurant, au cinéma, les repas de famille, où en fait tout le monde parle en même temps. Tout ça, ça prend des ressources. Au niveau émotionnel, les rendez-vous médicaux, les rencontres avec les amis ou la famille, les gestions de crise familiale, ce sont des moments qui prennent des ressources. En parallèle de cette liste, il peut être utile de détailler quels symptômes sont majorés par telle ou telle tâche, telle ou telle activité. Cela va nous permettre une meilleure adaptation dont on parlera par la suite. Il faut identifier les activités qui prennent des ressources mais dont on a besoin, parce que celles-ci, il faudra forcément les mettre dans notre planning. Les rendez-vous médicaux,
la kinésithérapie, les activités pour le bien-être mental. Ces activités-là, pour le bien-être mental, il ne faut pas les oublier. On ne reste pas seulement sur les tâches qu'on est obligé de faire. Les activités pour le bien-être mental, ça peut être se balader dans la nature, faire de la pâtisserie, se chanter, écouter ou faire de la musique, faire du bénévolat, téléphoner à un proche. L'étape suivante, c'est d'identifier le niveau de ressources nécessaires pour chaque activité. Est-ce que ça va être léger, modéré ou important? Attention aux faux amis. Passer du temps à naviguer sur les réseaux sociaux, ça n'a l'air de rien, mais ça utilise des ressources cognitives et attentionnelles. Lire, téléphoner, tout cela, ça prend des ressources. Ce peut être de faux amis. De même, l'attention divisée, c'est-à-dire partager son attention entre plusieurs activités, ça utilise plus de ressources que d'être concentré sur une unique tâche. Remplir des papiers en regardant la télé, cuisiner en passant un coup de téléphone, ça utilisera davantage vos ressources et donc c'est à chacun d'évaluer ce qu'il est capable de faire. Certains pourront, d'autres ce sera hors de question. Il faut ensuite identifier ce qui peut diminuer les ressources dédiées à l'activité. Notre objectif, c'est d'avoir une activité régulière et apaisée, quotidienne. Pour ça, il nous faut utiliser un maximum d'outils pour nous soulager. Ce n'est pas de la triche, cela ne va pas nous affaiblir, cela ne va pas nous empêcher de progresser, bien au contraire, cela va nous permettre d'être en capacité de faire. Il ne faut donc pas hésiter à avoir recours, en fonction des besoins, aux aides à la mobilité, les cannes, le fauteuil manuel ou motorisé, le fauteuil électrique, le scooter, aux aides techniques, les aides à l'appréhension, à l'habillage, les supports et outils ergonomiques pour travailler, le bureau qui change de hauteur, les souris, pour la douche, le tabouret dans la douche ou le porte-sèche-cheveux pour ne pas avoir levé le bras, le logiciel de dictée vocale pour pouvoir discuter sur Internet, pour écrire ses mails. Et puis il y a aussi les astuces qu'on peut trouver entre personnes atteintes, l'utilisation de bouchons d'oreilles lors des réunions familiales ou au cinéma, les lunettes de soleil ou à verre teinté lorsqu'on a du mal avec la luminosité, l'achat d'un aspirateur robot, d'un robot de cuisine, l'utilisation de shampoing sec pour repousser le jour où on fera son shampoing. Tout cela, ce n'est pas de la triche, ça vous permet de rester en activité. Un point très important, c'est bien beau de lister ce qui nous épuise, mais ce que l'on souhaite, c'est retrouver des ressources et de l'énergie. Alors, il nous faut identifier les activités qui nous permettent d'avoir des ressources. Les activités qui n'utilisent pas de ressources et en apportent, celles qui n'en utilisent pas et maintiennent les ressources, celles qui en utilisent mais permettent tout de même un mieux-être. Parmi tout ça, il peut y avoir la peinture, le coloriage, les puzzles, le tricot, les Legos, la pâtisserie, câliner ses animaux, la lecture, le scrapbooking, regarder la télé. Ça doit être listé. Troisième étape, après avoir listé toutes les activités, il va falloir définir ce qu'est un temps de pause et un temps de repos. Alors là, moi, je vais être très vague, parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre de chacun. Est-ce que c'est aucune stimulation ou peu de stimulation? Est-ce que c'est dans un environnement sombre? Est-ce qu'il faut aucune activité ou alors mettre en place une activité relaxante? Est-ce que c'est un repos complet? Est-ce qu'il faut être allongé, les yeux fermés, ne rien faire? Combien de temps? Ça va dépendre de chacun. Est-ce que c'est différent lorsque c'est une pause au cours d'une activité ou est-ce que c'est un repos après une activité? Est-ce que c'est différent si c'est un repos avant l'activité en prévention ou après l'activité pour récupérer? Ça dépendra de chacun. Mais attention, toujours à garder en tête à ne pas être trop actif lors de ces temps de repos ou de pause. Il vaut mieux un temps de repos complet, mais court, qu'un temps de semi-repos qui, lui, va se prolonger. Étape 4, il est essentiel de comprendre ses limites. Pour cela, il faut reconnaître les symptômes qui indiquent un manque de ressources. Et ce, dans les 4 domaines que nous avons cités auparavant. Trop souvent, les patients ne s'occupent que du côté douleur généralisée et fatigue écrasante. C'est beaucoup trop tard. Il faut repérer les symptômes dans les 4 domaines: physique, cognitif, sensoriel, émotionnel. Ça peut aller de la douleur, la faiblesse musculaire, la fatigue importante, les vertiges, à des troubles cognitifs et attentionnels, un manque d'humour, des difficultés à organiser sa pensée,
Tout comme au niveau sensoriel, ça peut être l'intolérance au bruit ou à la lumière. Au niveau émotionnel, on peut ressentir une anxiété plus importante qu'habituellement, ou une sensation de vide, une envie de pleurer sans savoir réellement pourquoi, ou une agressivité. Il suffit d'une majoration d'un symptôme dans un de ces domaines pour se dire « Ah, attention ». Et il faut apprendre à s'arrêter à les repérer, s'apprendre à les repérer, et apprendre à s'arrêter avant d'en arriver à une majoration extrême. Il faut apprendre à s'arrêter avant même que cette majoration de symptômes n'arrive, quel que soit le domaine concerné. Maintenant qu'on a toutes les bases, il va falloir tout organiser sans rigidité. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut oublier la théorie des cuillères. Cette théorie des cuillères, elle est très bien pour comprendre le principe de base et pour expliquer à d'autres. Mais elle est très rigide. Parce que quelqu'un qui va prendre à la lettre la théorie des cuillères va se dire « Ok, moi chaque jour j'ai par exemple 15 cuillères, et je définis qu'il m'en faut 2 pour une douche, que si je fais un shampoing, il m'en faut 2 de plus, que lorsque je fais la cuisine, il me faut 4 cuillères, etc. » Et va rester toujours sur la même organisation chaque jour avec le même nombre de cuillères. Sauf que notre état, il change en permanence, nos symptômes varient en permanence. Et cette théorie des cuillères, si elle est utilisée avec rigidité, ça ne va pas aller. Donc moi, ce que je propose, c'est de définir la ligne de base qui sera votre rythme quotidien, qui sera le rythme du patient quotidien. La ligne de base, elle correspond au niveau d'activité en crise. Voilà. Il va falloir organiser cette ligne de base de façon à ne pas déclencher de crash, donc avoir toujours des ressources, quel que soit l'état du jour, quel que soit l'état cognitif, émotionnel, physique, sensoriel. Pour cela, il faut savoir combien de temps on peut faire une activité avant de ressentir une majoration des symptômes. On ne parle pas d'épuisement ou de douleur ingérable, juste de majoration des symptômes. Combien de temps il faut pour récupérer et pouvoir recommencer, et ce qui peut aider. Un exemple assez extrême de fatigue très importante. Je peux tenir 5 minutes debout à cuisiner avant de ressentir des douleurs dans les jambes et souffrir du dos. Je remarque que lorsque je fais plus de 5 minutes, j'ai des crises de dystonie la nuit. Si je m'assois, je peux aller jusqu'à 8 minutes. Alors, quel est mon objectif ? Être debout pour cuisiner ou être debout pour une autre activité plus plaisante ? Moi, je choisis la deuxième possibilité. Dans ce cas-là, je cuisine assise, en me limitant à 5 minutes, voire 4, c'est-à-dire la moitié de mon temps maximal, pour jouer la sécurité au début. En 4 ou 5 minutes, on ne fait pas grand-chose, mais on s'oblige aux 4 ou 5 minutes, on met un minuteur et on fait une pause. C'est là qu'il est important de définir le temps de pause, parce que pour certains, ce sera se lever, faire quelques étirements, se rasseoir et reprendre. Pour d'autres, ce sera s'allonger sur le canapé, porter quelques minutes les orthèses de repos poignets et mains, et puis quand ça va mieux, reprendre. Bien sûr, le temps total devra être anticipé, et par exemple, pour certains, il faudra commencer à cuisiner à 16h s'il le faut pour que le repas soit prêt à 19h30. Voilà. Tout ça doit être souple et anticipé. La ligne de base, elle correspond à ça, le temps nécessaire avant que les symptômes ne se majorent. On va organiser notre journée comme ça, notre semaine comme ça, notre mois comme ça, tout en alternant les types d'activités, en fonction du domaine, physique, cognitif, émotionnel, sensoriel, du niveau de ressources nécessaires, léger, modéré, important. On ne met pas 3 activités le même jour d'un niveau de ressources important, ou alors même pour certains, on ne met pas 2 activités avec un niveau de ressources important nécessaire sur la semaine. Parfois, ça va être une seule activité avec un niveau de ressources nécessaire important par semaine, pour le mois. Il faut alterner les types d'activités en fonction du temps de repos après l'activité, et si besoin pendant l'activité, puisqu'on va la morceler si besoin, et du temps de repos nécessaire avant l'activité, en prévision d'une surutilisation à venir des ressources. Je vais me répéter encore, mais il est nécessaire de reconnaître les symptômes dès qu'ils débutent, même les plus petits symptômes. L'objectif, c'est de récupérer en quelques minutes ou heures.
c'est de rester avec un degré de ressource qui permet le fonctionnement, pas de vider la batterie. Si on en est à récupérer en quelques jours, c'est déjà qu'on utilise trop de ressources, ou alors qu'on n'en récupère pas assez. Tout cela doit être revu de façon à respecter ses limites. Lorsque le rythme de base va permettre de faire plusieurs semaines sans crise, sans crash, on peut augmenter et commencer à faire plus lorsque l'on se sent bien. Certains ne pourront pas passer à ça. Certains resteront à l'étape préservation des ressources pour essayer de me sentir bien. Ne culpabilisez pas, ce n'est pas de votre faute. Vos ressources sont épuisées. C'est tout. Peut-être qu'un jour, vous arriverez à passer à un degré supérieur. Pour l'instant, on accepte ce qu'il y a. Et pour ceux qui le peuvent, ils augmentent. Voilà. La progression, elle doit être lente et réfléchie. Quel est le premier objectif qui tient à cœur? Cette activité entraîne-t-elle de nombreux symptômes? Peut-on augmenter très légèrement la durée de l'activité? Si oui, il faut choisir une durée très raisonnable et observer sur plusieurs jours, pour les plus atteints sur plusieurs semaines. Et sinon, faut choisir un objectif plus raisonnable. Gardez en tête que l'échec n'est pas aidant. Il faut se fixer des objectifs atteignables et raisonnables. Pour définir les tâches à effectuer sur la journée, sur la semaine, sur le mois, il faut réfléchir en petites étapes. On ne va pas faire une case ménage. On va la découper. Nettoyer l'évier, nettoyer la table de cuisson, faire les poussières du salon, l'aspirateur des chambres, les toilettes. Ce qui va permettre à chaque petite réussite de cocher la case. Au lieu d'un énorme échec, je n'ai pas réussi à faire mon ménage, on va avoir plein de petites réussites qui vont être j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Alors bien sûr, à chaque fois aujourd'hui, là je prends des exemples de tâches du quotidien parce que c'est souvent ce que nous disent les patientes, c'est mais je n'ai pas le choix, il faut bien que je fasse le ménage, il faut bien que je fasse à manger. Découpez et puis relâchez la pression. Revoyez vos exigences. Parfois, il n'y a pas le choix. Il faut bien comprendre que les sentiments de réussite et d'auto-efficacité, ils sont très importants pour la récupération parce que ça favorise le sentiment de sécurité du système nerveux dont je vous parlais au début. Il va falloir apprendre à prioriser les tâches. Effectuer les activités plaisantes sera bien plus facile. Et ça doit être favorisé, parce que ça va indiquer au système nerveux qu'on peut être actif et ne pas être en souffrance. Ça va rassurer le système, et un système serein est plus long à dégainer des réactions telles que la fatigue et la douleur. Il faut aussi s'adapter à l'état du jour. Souvenez-vous, quand on a listé les tâches prenant des ressources, on a également listé les symptômes qui sont majorés par telle ou telle tâche. C'est là que ça va servir. Ainsi, si un jour la douleur elle est trop importante, mais que les capacités cognitives sont bonnes, vous allez privilégier des tâches plus cognitives ou une tâche physique facile. Si un jour les symptômes de dysautonomie sont importants, on va éviter les tâches qui nécessitent de rester longtemps debout, soit on les adapte, par exemple un tabouret près de la cuisinière, un tabouret dans la douche, soit on les repousse. Voilà, on fera son shampoing plus tard. Symptômes fluctuants, ça signifie activité fluctuante. Plus vous maîtrisez la technique, mieux ça vous viendra le matin même, au cours de la journée, pour vous adapter. Lors des premiers mois, il peut être conseillé de faire un tableau pour la semaine, pour le mois, pour répartir les activités. C'est également judicieux de noter ce qui a été fait, combien de temps, avec combien de temps de repos, et surtout de prendre en note l'état de santé au lever, les symptômes ressentis en journée, après chaque activité, l'état du lendemain, du surlendemain, et ainsi avoir le recul nécessaire pour apprendre à s'adapter. Ne rechignez pas à utiliser un minuteur lors des activités. C'est indispensable au début pour s'obliger à s'arrêter. On a toujours tendance à dire non mais je vais finir, il me reste que 5 minutes, là j'en ai pour 5 minutes. Et en fait on se rend pas compte, ça prend 10-15 minutes. Mais même les 5 minutes c'était déjà trop. On met un minuteur et on s'oblige à s'arrêter. En faisant ça, peut-être que la semaine d'après vous pourrez augmenter. Pour finir, 2 choses. Si les symptômes se majorent doucement, ou qu'après plusieurs semaines de pacing vous vous retrouvez en crise, c'est peut-être que vous en faites trop. Dépasser un petit peu ces limites quotidiennement peut entraîner un crash ou une crise douloureuse
tout autant que les dépasser de façon brutale. Alors vous me direz que le pacing, c'est impossible à appliquer lorsqu'on travaille. L'objectif, ça va être de s'organiser au mieux au quotidien pour limiter la fuite de ressources et en garder pour le travail. Favorisez au maximum le repos et les activités ressourçantes en dehors du temps de travail. Et si l'activité professionnelle prend toutes vos ressources, que vous n'en avez plus à accorder à votre vie personnelle, il est peut-être temps de reconsidérer les choses et de discuter des différentes possibilités d'adaptation. Dernier rappel, le premier objectif du pacing, c'est de maintenir son niveau de ressources. L'objectif secondaire, c'est de pouvoir en faire plus. Mais c'est pas le premier objectif. Le premier objectif, celui qui prime, c'est de maintenir son niveau de ressources et avoir les ressources psychologiques pour affronter la maladie chronique, pour vivre avec. Je vous remercie pour votre écoute.